Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est en train de lire les premiers chapitres de Stanley Noche numéro 1, son premier tome qui s'appelle Les Hommes disparus, écrit par Laetitia Langlais. Alors, sans plus tarder, hey salut hey Shooter, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. On va aller voir tout de suite, je vais vous envoyer le lien vers le livre en question d'abord. Et ensuite, on va aller voir la page de vente, la page qui présente le livre et tout ça, tout ça. Donc, le livre est... Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de... On va s'occuper de ça tout de suite. Donc, mais je vais... Webcam. Et donc, on va lire un petit peu c'est quoi le résumé de ce livre aujourd'hui. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de premier chapitre, c'est que je lis les premiers chapitres de livres de science-fiction, de fantasy, de fantastique, pour valoriser les auteurs et autrices francophones en général. Donc, pour Stanley Noche, c'est un tanopracteur, un passeur d'âme, un enchanteur qui aide les âmes à passer dans l'au-delà. Il coule des jours paisibles dans une petite bourgade près du lac Saint-Jean, jusqu'à ce que la disparition de plusieurs âmes bouleverse son quotidien. Stanley doit retrouver ses âmes disparues avant que la police fantôme ne s'en mêle. Aidé de sa meilleure amie Jennifer, une sorcière médium, il enquêtera pour découvrir qui est l'auteur de ces vols d'âmes. Entre des victimes qui n'ont rien en commun, une mystérieuse pierre qui bannit les âmes, un défunt au passé sombre, Stanley peine à trouver une piste. Pourtant, le coupable n'est pas bien loin. Alors c'est ça c'est un premier tome d'une trilogie. Il est supposé d'avoir 4 tomes, mais c'est ça. Premier tome propose une intrigue terminée. Donc, si ça vous donne une idée de voir de quoi ça a l'air une enquête fantastique, ben ça, c'en est un. Ça va épuiser, ok. Moi, je comprends ça. Ben, repose-toi bien. Ben, je sais pas si. Je sais pas. Moi et tout, je suis un petit peu épuisée par la ligne qui me réveille à 5 heures du matin, encore une fois. Et il est, il est infatigable, ce chat-là. Bon, ok, on va aller voir les premiers chapitres. Donc, je veux agrandir comme ça. Parfait. Alors, le premier chapitre de ce livre s'intitule Marceline. Marceline fêtait ses 80 ans aujourd'hui. Ses enfants et petits-enfants étaient tous venus passer cette journée de dimanche avec elle. Gisèle, sa cadette, était venue avec son mari Marc et leurs jumeaux Julie et Cale, ou ouais, c'est ça, Cale, je pense qu'on prononce, qui allaient avoir 26 ans. Il y avait aussi eu Gérard, l'aîné, et sa femme Audrey. Et enfin Claude et son deuxième mari, Henri, ainsi que leur fille unique. Et en Link. Je pense qu'il est zoomé ces temps-ci. OK, donc son deuxième mari, Henri, ainsi que leur fille unique, Johanna, avec son conjoint Paul. Ils étaient venus avec leur fille Zoé, qui avait à peine 2 ans. Marceline avait passé ses derniers jours à faire les courses et à cuisiner. Cela faisait des semaines qu'elle attendait cette journée avec impatience. Au menu, une tourtière à la viande de bœuf que tout le monde avait mangé, mais badigeonnée de ketchup fait maison. C'en était suivi des fèves au lard. Un plat copieux composé de haricots blancs, d'oignons, de mélasse et de sirop d'érable. Et pour le dessert, une queue de castor, un beignet frit qui avait la forme de l'animal dont il portait le nom à la fois moelleux et ferme, sur lequel on étalait du chocolat, de la confiture ou du sirop d'érable. Les gâteaux étaient la spécialité de Marceline. Elle adorait pâtisser. Quand elle ne travaillait pas, elle passait le plus clair de son temps dans la cuisine à éplucher les livres de recettes entassés dans les placards qu'elle accumulait depuis des années. Récemment, Internet lui avait ouvert une toute nouvelle voie. Elle s'était abonnée aux chaînes YouTube de référence comme Petit Cuistot, Tarte et compagnie ou encore Chocolate and Fruit et consultait régulièrement les blogs les plus pointus en la matière. Oh, je vais juste encore baisser ligne qui est encore en train de faire des zoomies. Au petit chat que je laisse abandonner à son sort. OK. Donc, les vidéos facilitaient grandement la compréhension de certaines techniques difficiles. Désormais, le travail du chocolat et la décoration en pâte à sucre n'avaient plus aucun secret pour elle. Malheureusement, elle n'avait plus personne à qui faire profiter tous ces délices sucrés. Ses enfants avaient quitté le nid depuis bien longtemps et cela faisait 5 ans maintenant qu'elle était veuve. Alors elle faisait bénéficier de ses talents les diverses associations de la ville et répondait présente dès qu'il fallait s'atteler à la confection de cookies, cakes et tartes variées pour les journées associatives.
Cela lui permettait également d'éloigner l'ennui pour quelques heures. Maintenant que son Raymond l'avait quittée, elle trouvait la vie bien fade. Le deuil avait été très difficile pour Marceline, bien qu'elle s'y était préparée. En effet, Ray souffrait d'un cancer de la gorge qui s'était généralisé. Les médecins avaient été catégoriques. Aucune chance de guérison possible. Ces derniers jours avaient été comptés. Ils avaient essayé de profiter de leurs derniers mois ensemble tant bien que mal, avec cette épée de Damoclès toujours présente au-dessus de leur tête. Ils avaient un peu voyagé, du moins au début, quand Raymond pouvait encore se déplacer et ne souffrait pas trop. Ensuite, les choses s'étaient compliquées. Ils avaient dû rester chez eux et tenter de rendre aussi agréable que possible ces ultimes instants. Elle avait essayé de se faire une raison, mais comment tirer un trait sur plus de 50 ans de vie commune? C'était impossible. Enfin, ce fut ce qu'elle avait cru au début, car malgré tout, Marceline survivait à cette tragédie. Chaque jour gagné était une petite victoire. Elle se sentait comme une nageuse perdue dans l'immensité de l'océan. Parfois, elle avançait tranquillement sur une étendue limpide, parfois, elle buvait quelques rasades bien salées ou se retrouvait la tête sous l'eau quand les vagues se déchaînaient. Mais la plupart du temps, elle arrivait à continuer son petit bonhomme de chemin sans trop boire la tasse. Aujourd'hui était un de ces jours-là. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été aussi heureuse, entourée par sa famille. Ses enfants s'étaient montrés prévenants, ses petits-enfants avaient été adorables, bien que souvent rivés sur leur cellulaire, et son arrière-petite-fille. Un vrai rayon de soleil. Et que c'était bon d'entendre rire, gazouiller et chahuter. La candeur des bébés était une vraie cure de jouance. Marceline se dit qu'elle devrait rendre plus souvent visite à cette mignonne petite fille espiègle et joyeuse. Maman, nous allons devoir y aller nous aussi, s'excusa Claude, qui commença à débarrasser la table autour de laquelle ils avaient passé la journée. Laisse ça, ma fille, je vais ranger, je n'aurai que ça à faire quand vous serez partis, lui assura la vieille dame. T'en es sûre? Certaine, lui affirma-t-elle, fermement sans scier. Marceline redoutait maintenant leur départ après avoir passé ces quelques heures avec eux. Il allait falloir qu'elle s'occupe si elle ne voulait pas sombrer dans la déprime ces prochains jours. Tous étaient déjà en train de se préparer. Tous étaient déjà en train de se préparer pour rentrer alors qu'il était encore tôt. Elle avait espéré pouvoir les garder pour le souper, mais ils avaient chacun une bonne excuse pour partir. Le boulot le lendemain, les cours, la petite qui doit rentrer prendre son bain. Bien sûr, Marceline comprenait tout cela, mais elle avait eu espoir. Si tu veux, j'appelle le docteur Rivière demain matin pour te prendre rendez-vous, lui glissa Claude sur le pas de la porte. Non, non, je t'assure, ça ira, la rassura Marceline en l'embrassant tendrement. Pour revenir avec toi si ça t'angoisse, insista sa fille. Ne t'en fais pas, tout va bien. Je ne voulais pas t'alarmer. C'est certainement moi qui me fais des idées. Marceline vit dans les yeux de Claude qu'elle n'était pas totalement convaincue, mais cette dernière n'insista pas. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, proposa-t-elle une dernière fois. Promis, lui jura sa mère. Depuis quelques jours, Marceline avait l'impression de perdre la raison. Elle, qui avait toujours eu une excellente mémoire, ne se souvenait plus où elle avait posé ses clés, rangé le produit vaisselle ou entreposé les livres pour les bonnes œuvres. Pourtant, elle aurait juré les avoir mis sur la table, sous l'évier ou dans le placard de l'entrée. Elle avait l'impression que les objets se déplaçaient à son insu. La fatigue sans doute, la vieillesse aussi un peu. La maladie, elle ne voulait pas y penser. Hors de question qu'elle finisse dans une de ces maisons de retraite mornes et tristes. Un mouroir sans charme où passer ses vieux jours comme une prisonnière. Sans façon. Il était vrai que cette propriété devenait beaucoup trop grande pour elle. 4 chambres, 2 salles de bain, un immense salon-salle à manger, un bureau, un sous-sol aménagé, un garage assez spacieux pour y ranger 2 voitures. Elle avait trop de place pour elle toute seule. Elle ne vivait quasiment plus que dans 2 pièces, la cuisine et sa chambre, le reste étant abandonné à la poussière et aux souvenirs. Car c'était aussi un autre problème que Marceline avait du mal à avouer à ses enfants. Il y avait trop de photos, d'objets, de moments gravés dans les murs de cette maison pour qu'elle ne ressasse pas le passé quotidiennement. Le tapis persan sur lequel ses enfants avaient fait leurs premiers pas, le fauteuil du salon transformé en institut de beauté lors des soirées pyjama de sa cadette, le bureau qui avait supporté les révisions de toute la fratrie, bref, tout lui rappelait les jours heureux qu'elle avait vécus ici et qu'elle ne revivrait plus, et depuis la mort de son mari, c'était encore pire. La demeure était devenue un véritable mausolée à la gloire de Raymond. Il y avait des photos de lui dans tous les recoins. Ses vêtements étaient encore pendus dans l'armoire, ses chaussures restaient dans l'entrée, ses bouquins remplissaient la bibliothèque. Il s'était tellement aimé pendant toutes ces années. 50 ans à tout vivre et partager. Impossible d'effacer ça en quelques semaines, ni même quelques mois. Elle ne pouvait pas faire du neuf avec du vieux. Elle devait avancer, songer à l'avenir. À son avenir, à elle toute seule. Sans enfant et sans mari. Et puis, elle était trop isolée. Son premier voisin se trouvait à plus de 500 mètres. Raymond et elle avaient aimé cet isolement.
Ils avaient un grand terrain et de l'espace pour laisser courir et crier les enfants à leur guise. Un endroit parfait pour élever une famille, mais maintenant qu'elle était seule, vieillissante et loin de tout, c'était différent. Tous ces arbres, toutes ces pièces ne lui servaient plus à rien. Mais Marceline avait peur de la réaction de ses enfants. Ils étaient nés, avaient vécu et grandi ici. Pourtant, elle y réfléchissait de plus en plus sérieusement et était même allée voir un agent immobilier pour faire évaluer sa maison et pensait se racheter quelque chose de plus petit. Elle rêvait d'un appartement. Fini la tondeuse à gazon, les roses à couper, l'extérieur à entretenir, et pas trop loin de sa fille Claude, de qui elle se sentait la plus proche. Elle pourrait l'aider avec son arrière-petite-fille et se rendre certainement plus utile qu'à tourner en rond dans cette maison vide à chercher des occupations à tout prix. Marceline était membre de pas moins de 10 associations et clubs en tout genre. Lecture, tricot, atelier floral, pâtisserie. Tout était bon pour lui occuper l'esprit. Parfois cela fonctionnait, parfois un peu moins. À peine ses enfants partis, Marceline alluma la télé qui se trouvait dans le salon salle à manger. Ce bruit de fond la rassurait et lui évitait d'avoir à supporter un silence trop pesant. Elle se dirigea vers l'imposante table en bois et commença à débarrasser. Elle faisait des allers-retours dans la cuisine quand elle entendit un bruit qui venait de l'extérieur. Marceline posa sa pile d'assiettes sur le rebord de la table pour aller voir d'où provenait ce son désagréable. Hey, salut Crazy Ed, merci pour ton lurk. J'espère que tu vas apprécier ma lecture de Stanley Noche. Donc, on est en train de lire, dans le fond, qu'est-ce qui se passe avec Marceline, une vieille dame qui a reçu de la visite, hein. Donc, on parlait de sons désagréables. Elle s'approcha doucement de la fenêtre de peur d'apercevoir ou d'effrayer un quelconque animal qui se serait aventuré loin du bois. Elle jeta un œil dehors, mais il n'y avait rien où le bruit avait cessé. Elle retourna à sa tâche sans s'inquiéter outre mesure. Elle allait prendre les assiettes et où elle les avait laissées quand elle s'aperçut qu'elles n'y étaient plus. Elle était certaine de les avoir posées à cet endroit précis, et pourtant, la pile se trouvait à présent à l'autre bout de la table. Comment avait-elle pu se tromper à ce point-là? Elle secoua la tête pour chasser toute pensée négative et reprit sa besogne. Quelques minutes s'écoulèrent avant que le bruit ne revienne, plus fort, cette fois-ci. Cela ressemblait à des ongles qui grattaient une vitre. À nouveau, Marceline vérifia les différentes fenêtres sans succès. Peut-être était-ce la télévision? Elle changea de chaîne et mit un jeu télévisé autour de questions de culture générale pointues. Elle aimait bien le présentateur, un quinquagénaire fringant au bronzage impeccable et au sourire étincelant. Pourtant, quelques secondes plus tard, le bruit reprit de plus belle. Cette fois, à différents endroits. Comment était-ce possible, alors qu'il n'y avait absolument rien dehors? Quelqu'un devait s'amuser avec elle. La panique commença à monter. Marceline sentit la peur l'envahir. Il fallait qu'elle se barricade, qu'elle ferme toutes les portes. Elle prit la carabine de Raymond, vérifia qu'elle était bien chargée, mit une épaisse robe de chambre en laine et sortit pour vérifier sa maison. Alors qu'elle passait la porte, trop occupée à guetter les alentours à la recherche d'intrus, Marceline ne l'y vit pas entrer. Ils se faufilèrent discrètement dans la maison en attendant son retour. Il était temps pour eux de passer aux choses sérieuses. Quand elle donna le dernier tour de clé, elle était loin de se douter qu'elle était déjà prise au piège. Marceline retourna ranger les restes, rassurée de n'avoir rien croisé d'effrayant, et se félicita d'avoir réussi à sortir de la maison sans avoir cédé à la panique. Elle était en train de poser sa robe de chambre quand une tasse tomba sur le carrelage. Elle sursauta de surprise et se dirigea vers la source du bruit. Une fois dans le salon, Marceline ne put retenir un cri de stupeur. Tout était sens dessus-dessous. De la nourriture par terre, des verres éparpillés, des serviettes accrochées au lustre, des chaises renversées. On était entré chez elle et les opportuns devaient être encore là. La voix chevrotante, elle cria « Qui est là? » Personne ne répondit. Pourtant, il l'entendait, il la voyait même, mais ce n'était pas encore tout à fait le bon moment de se montrer. Il devait encore jouer un peu avec elle. C'étaient les ordres. Faire durer le plaisir. Un vase tomba, puis un saladier. Le lampadaire se mit à tourner. Une chaise glissa sur le sol. Marceline ne savait plus où donner de la tête. « Où êtes-vous? Pourquoi faites-vous ça? » questionna-t-elle, apeurée. Les portes claquaient avec force dans un vacarme insoutenable. Les cadres tombaient les uns après les autres. La télévision se fracassa par terre. Soudain, la lumière clignota avant de s'éteindre et de laisser Marceline dans le noir. C'est là qu'elle les sentit pour la première fois. Ils la frôlèrent et lui soufflèrent un air glacial dans le cou. La main sur son cœur qui chevrotait dans sa poitrine, la vieille dame esquissa quelque part en arrière sans voir qu'un lourd bibelot entravait son passage. Elle trébucha et tomba lourdement en arrière, sa tête heurtant le sol de plein fouet. La douleur rayonna instantanément dans tout son corps. Elle resta sonnée pendant quelques minutes, plongée dans une semi-inconscience. Quand elle rouvrit les yeux, la lumière était revenue et quelques étoiles tournaient autour d'elle.
La palpitation agitée de son sang résonna douloureusement dans sa tête. Tandis qu'elle s'asseyait lentement, elle le vit enfin. Il s'était rassemblé pour prendre la forme de son défunt mari et se tenait debout face à elle. Raymond n'avait pas changé, se dit Marceline. Pourtant, c'était impossible. Il ne pouvait pas être là. Elle ferma les yeux de longues secondes et les rouvrit doucement. Il était toujours dans son salon, immobile. Elle devait halluciner. C'était certainement à cause de sa chute. D'ailleurs, les contours de son corps étaient flous et translucides. Un mirage créé par son cerveau. Que pouvait-il être d'autre? Raymond? Demanda-t-elle d'une voix mal assurée. L'apparition la regarda froidement avant de répondre. C'est bien moi. Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je rêve? Est-ce que je suis morte? Se dit-elle à elle-même. Tu n'es pas morte. Pas encore. Marceline parut soulagée. Elle n'aurait pas dû. Je suis si contente de te voir, même si tu n'es certainement qu'une illusion. Depuis toutes ces années, j'ai prié pour que tu m'apparaisses, et te voilà enfin. Elle fit mine de se relever pour s'approcher. Ne viens surtout pas près de moi, lui somma-t-il. Je ne suis pas venu pour te faire plaisir. Mais laisse-moi finir, gronda l'homme, le visage déformé par la haine. J'ai une mission à accomplir. Je suis venu te dire la vérité. Quelle vérité? De quoi parles-tu? Marceline ne comprenait rien à ce qui se passait. Je ne t'ai jamais aimé, Marceline. Je me suis mariée avec toi parce que tu étais enceinte, et qu'à l'époque c'était mal vu de ne pas se marier avec la femme qui portait son enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Tais-toi, tais-toi! Rien que le son de ta voix m'insupporte. Je suis tellement content de ne plus être de ce monde. Je n'ai plus à te supporter tous les jours. Je n'ai pas eu à voir ta tête au réveil, à sentir ton foutu de parfum sirupeux qui me donne à la nausée, à sentir tes mains sur mon corps, à manger tes gâteaux infects, à dormir à côté de toi. Pourquoi crois-tu que je veillais si tard et que je restais des heures devant la télé la nuit? C'était pour ne pas obliger d'être avec toi. Mais, mais tu me disais que tu faisais des insomnies, gémit la vieille dame entre deux sanglots étouffés. Le plan fonctionnait. Il devait continuer à lui faire du mal. Plus elle s'effondrait, plus ils étaient satisfaits. Et plus ils étaient contents, plus ils avaient de chances d'être enfin libérés de tout ça. C'était le deal. Je t'ai menti pendant tout ce temps, et toi tu ne t'apercevais de rien. Quelle pauvre cloche que tu faisais. Je pouvais te raconter tout ce que je voulais, tu gobais tout. Mon séminaire à Saint-Laurent, un week-end entre amis, mes soirées tardives au boulot, des parties de poker, mes entraînements de sport, des verres au bar ou des restaurants loin de la ville. Tu as toujours cru tout ce que je te racontais. Tu étais tellement naïve, persifla-t-il en s'approchant dangereusement. Je ne te crois pas! Je ne te crois pas! Asséna plusieurs fois Marceline en secouant la tête en signe de déni. Son cœur lui faisait horriblement mal, et elle avait complètement oublié de prendre son traitement aujourd'hui, trop occupée à recevoir sa famille. Elle tenta de s'apaiser comme lui avait appris le médecin. Elle voulut prendre plusieurs grandes inspirations, mais il ne lui en laissa pas le temps et la bouscula avec vigueur. Il ne devait pas la laisser se calmer. Qu'est-ce que tu crois faire? Arrête si magré. Je n'ai plus du tout pitié de toi. Il est temps que tu cesses de te plaindre de tes petits bobos imaginaires. Tu m'as cassé les oreilles pendant tout ce temps avec tes maladies bizarres. Quand c'était pas le pied, c'était le bras. Quand c'était pas le bras, c'était l'estomac, et ainsi de suite. Et regarde, malgré tout, t'es encore là. T'es un vrai cafard. Increvable. Marceline sentit les battements désordonnés de son cœur résonner dans sa poitrine. C'était mauvais signe. Dire que j'ai eu des enfants avec toi. 3 enfants, et qui te ressemblent en plus. Pas un pour avoir pris les traits de leur père. Quel gâchis. Je les ai vraiment aimés, sauf peut-être le garçon. Il avait un peu mon caractère, au moins, ça te gagnait. Mais les 2 autres, des copies conformes de la nièce de mère. Tu ne peux pas penser tout ce que tu dis, Raymond. Elle essaya de se convaincre Marceline en se prenant la tête entre les mains. Ok, si. Je pense chacun des mots que je te dis, et je le ressasse dans ma tête depuis très, très longtemps. C'était un crève-cœur. Marceline pleura de plus belle, ne pouvant croire ce qu'elle entendait. Toutes ces années qu'elle avait pensées remplies de bonheur. Cet amour inconditionnel qu'elle lui avait voué et qu'elle avait cru réciproque. Leur rencontre et le coup de foudre, leur mariage féerique, les naissances, les moments privilégiés en famille, en vacances ou simplement à la maison. Elle ne pouvait pas envisager qu'elle avait imaginé cela. Pourtant, son cœur fit une nouvelle incartade. Allait-il tenir le coup? Tout ce stress était très mauvais, elle le savait. Elle se souvint des mots de son docteur. Aucune activité physique n'est autorisée. Évitez les sources de stress. Le prochain écart risquerait de vous être fatal, alors ménagez-vous. Il sentit qu'elle flanchait. Son teint était devenu cireux, son souffle saccadé, et sa main agrippait le sein sous lequel se cachait son cœur.
Il devait lui asséner le coup de grâce et en terminer une fois pour toutes. Une dernière confidence. Je t'ai gardé le meilleur pour la fin. Il la contempla de toute sa hauteur avec suffisance. Je t'ai trompé, Marceline, avec plusieurs femmes. C'est ce qui m'a aidé à tenir. J'avais trouvé une échappatoire à notre morne vie familiale. Il y a eu ma secrétaire, bien sûr. La femme de mon ami Jacques, une vraie bombe. Une de mes partenaires de tennis. Quelques inconnus rencontrés dans des bars lors de mes soirées en célibataire, mais surtout, il y a eu ta sœur Patricia. Patricia? Impossible! Jamais ne me ferait ça, jamais! Cria-t-elle avec l'énergie du désespoir. Ses sanglots s'étranglèrent dans sa gorge alors qu'elle respirait de plus en plus difficilement. Est-ce que tu crois? Comment pourrais-je savoir qu'elle a une tache de naissance de forme ovale grosse comme une olive sous son sein droit? Marceline écarquilla les yeux sous l'effet du choc. Elle eut un léger sursaut alors que son cœur éclatait, puis tomba mollement en arrière comme une marionnette dont on vient de couper les fils. Elle était morte. Il avait réussi sa part du marché, il pourrait enfin être libéré. C'était le deal. Fin du chapitre. Chapitre 2. Quand le réveil sonna, à 6 heures tapantes, Stanley était déjà réveillé depuis un bon quart d'heure. Pourtant, il ne s'était pas levé tout de suite. Il était resté au chaud sous la couette à savourer ses dernières minutes avant d'aller courir. Depuis qu'il était clean, il avait mis en place une routine à laquelle il ne dérogeait qu'en de rares occasions. Après avoir intoxiqué son corps pendant de longues années, il ne le nourrissait plus que d'aliments bio non modifiés et carburait au sport, bannissant alcool, cigarettes, viande et nourriture transformée. Stanley ne savait pas faire dans la demi-mesure. Avec lui, c'était toujours tout ou rien. Il sortit de son lit, alluma la lumière et ouvrit les rideaux. Dehors, il faisait encore nuit, mais il savait qu'à son retour, la vue sur les bois serait spectaculaire. Cela faisait bientôt 5 ans qu'il habitait dans cette maison et il ne s'en lassait pas. Elle avait la chance de se situer à la lisière de la rivière Ashuapmushuan, qui était autrefois une région prospère pour les Premières Nations grâce à la vente de la fourrure des animaux qui chassaient. Il enfila son short, un t-shirt technique à manches longues et chaussa une paire de chaussures de course souples. Il n'avait besoin de rien d'autre. Il aimait courir léger. Il ne lui manquait plus que sa montre qu'il trouva sur la table de chevet et qu'il ajusta à son poignet. Elle lui permettait d'enregistrer ses séances et d'avoir ses métriques d'entraînement. Excusez-moi. Il actionna l'alarme de fréquence cardiaque pour suivre son rythme et contrôler le seuil à ne pas dépasser et au-delà duquel le corps se fatiguait plus vite. Le but était d'améliorer son endurance, non de s'épuiser. Avant de partir, il effectua quelques exercices pour délier ses articulations et réchauffer ses muscles et ses tendons. Il avait emprunté cette gestuelle quotidienne au yoga. Il y avait d'abord la salutation au soleil, un enchaînement de postures qui amenait le dos à s'incliner d'avant en arrière. La position du guerrier renforçait les muscles dorsaux, les bras, les jambes et les chevilles, tout en étirant les hanches. Pour terminer, la position de l'arbre lui permettait de détendre son corps et son esprit. D'un point de vue mental, cela lui permettrait également de commencer à se concentrer sur sa course. D'un point de vue physique, il augmentait à terme son amplitude de mouvement et sa souplesse. Il était prêt. Dehors, il faisait une petite dizaine de degrés, une température relativement élevée pour ce début de mois d'octobre plus habitué aux 5-6 degrés. Il faisait encore sombre, mais Stanley percevait déjà les premiers rayons poindre à l'horizon et qui mélangeaient ainsi le rouge sanguin du soleil à l'encre bleue de la nuit. Le moment était parfait. Il y verrait suffisamment clair pour courir sereinement tout en profitant encore du réveil langoureux de la forêt. Stanley décida d'emprunter l'un de ses 3 chemins habituels. Il choisit celui qui passait en plein milieu du bois pour se poursuivre le long de la rivière et qui débouchait sur le village. Il connaissait ce bout de forêt par cœur. Il l'arpentait quasiment tous les jours, sauf en hiver, car la neige rendait la course difficile, voire impossible. Il fallait dire que dans cette région du Québec, la nature ne faisait pas les choses à moitié. Les premiers flocons timides du début de l'automne se changeaient rapidement en mètres de neige indélogeables jusqu'au mois d'avril. Lors de cette période hivernale, Stanley s'obligeait à aller plus régulièrement à la salle de sport. Il détestait cela. Il n'aimait ni se montrer, ni attirer l'attention. Il préférait l'anonymat de la course en solitaire et la compagnie des animaux sauvages qui croisaient parfois sa route. Quand Stanley... Ashupmushan. Ok, ouais, c'est comme ça qu'on dit nucléaire. Merci, Shooter, merci, j'avais pas vu la spécification, merci. Donc, quand Stanley fit ses premières foulées, il était déjà dans un état proche de la méditation. Seul comptait sa respiration, les battements de son cœur et la nature qui s'offrait à lui à perte de vue. Il affectionnait se lever aux aurores, courir pendant des heures et sentir son corps vibrer. Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était de redevenir un animal parmi les autres et se retrouver à gambader,
accompagné de lièvres d'Amérique ou de renards. Il n'avait jamais croisé d'ours ou de lynx et espérait ne jamais y être confronté, mais de temps en temps, il lui arrivait de voir les loups ou des orignaux qui le regardaient de loin. Ces derniers savaient garder leur distance. Stanley sortit de chez lui et prit la direction des arbres rougeoyants derrière sa maison. Stanley aimait sentir l'air frais remplir ses poumons. Il avait la sensation d'expurger ses péchés. Et Dieu sait qu'il y en avait des choses à purifier. Ah ouais, tu dis que c'était la rivière à côté de chez toi, mais c'est cool ça. Fait que ça va être des endroits qui vont être familiers pour toi. Alors, reprenons la lecture. À l'âge de 15 ans, quand il avait réellement pris conscience de ses aptitudes magiques, cela lui avait été insupportable. Lui qui avait tout fait pour être un enfant comme les autres et avoir une famille et une vie normale, après avoir été abandonné par ses parents biologiques, ne put tolérer cette nouvelle différence qui le mettait encore une fois en marge de la société. Dina et Peter, sa mère et son père adoptif, avaient alors insisté, impuissants, à la décadence de ce fils qu'ils avaient tant chéri. Rien n'y avait fait, ni le changement d'école, ni le soutien psychologique d'un docteur spécialiste des addictions, ni les cures à répétition. Malgré leur amour inconditionnel et leurs efforts incessants pour ne pas le laisser sombrer, Stanley s'effondra. Ils ne comprirent jamais pourquoi, du jour au lendemain, cet adorable adolescent si gentil, timide et brillant était devenu un délinquant puis un drogué dont la vie ne tenait plus que par un fil. Stanley avait commencé comme tout le monde par le cannabis, mais il était vite passé à autre chose car bien que très récréatif, ce dernier n'arrivait pas à lui faire oublier ce qu'il était. Il avait ensuite goûté l'ecstasy, mais elle était trop euphorisante à son goût. Puis la cocaïne, mais ses effets étaient trop courts et ne duraient pas plus d'une vingtaine de minutes. Il avait finalement opté pour l'héroïne, car il lui procurait un sentiment de paix. Fait quoi? C'est la rivière à côté de chez toi, puis qui dit rivière où l'orignal s'abreuve en montagnais. Ah, c'est intéressant ça, bon à savoir. C'est couché de moi, pas remarqué. Le calme et la tranquillité illusoire que lui apportait la hache lui permettaient de supporter ce qu'il était. Le revers de la médaille était ses effets secondaires. Anxiété, agitation, insomnie et anorexie, et l'accoutumance qui l'obligeait à s'injecter des doses de plus en plus rapprochées, risquant l'overdose à chaque prise. Paradoxalement, il avait trouvé une sorte de jouissance macabre dans ses phases de descente. La douleur fusait comme punition. C'était son châtiment, son purgatoire. C'était tout ce qu'il méritait, compte tenu de ce qui l'affligeait à son corps et à son esprit, et surtout de ce qu'il était, une sorte de monstre de foire au pouvoir funèbre. Le plus étrange, c'est qu'il retrouvait dans cette pratique intensive de la course et du sport en général cette forme d'addiction à la souffrance physique. Ce n'était pas vraiment la même douleur, mais l'impression de mériter ses tourments physiques était identique. Excusez-moi. Stanley sentit ses pieds fouler la terre, les feuilles crépiter sous chacun de ses pas et ses muscles se tendent sous l'effort. Il admira les peupliers qui se paraient de couleur d'automne, regarda les oiseaux qui filaient à son approche et qui déployaient leurs ailes à vive allure. Il respira profondément. Il ne faisait qu'un qu'avec le monde qui l'entourait. Il arriva près de la rivière qui portait le même nom imprononçable, merci, que la réserve près de laquelle il habitait. Il se dit que c'était une parfaite représentation de la vie. Un courant d'eau qui alternait étendu paisible et rapide agité. Les journées pouvaient s'écouler sans aucun anicroche, tandis que d'autres enchaînaient les problèmes sans discontinuer. Il passa devant l'île des pirates et vit quelques pêcheurs commencer à s'installer au bord de l'eau. C'était un coin très réputé, mais il n'était pas rare de voir des hommes à l'œuvre dès les premières lueurs du jour. Il courut ainsi encore une vingtaine de minutes, puis tourna à droite dans le sentier qui menait vers le village d'Itacam, qui signifiait de ce côté-ci de la rivière, en Innu, une des langues parlées par les Premières Nations. Un nom bien symbolique compte tenu de l'activité professionnelle de Stanley et de ses attitudes d'enchanteur. Il n'avait pas choisi de s'installer ici, ça avait été une coïncidence. Le hasard faisait parfois bien les choses. Stanley ralentit son pas à l'approche des premières habitations pour finalement entrer dans la phase de récupération et marcher à vive allure quand il pénétra dans l'une des rues encore partiellement endormies. De loin, il aperçut l'enseigne Au Bon Pain. La boulangerie était ouverte depuis 2 bonnes heures. Comme tous les jours, Jean et sa sœur Gladys avaient allumé leur boutique à 6 heures du matin afin de régaler les plus matinaux. Les Dubois étaient venus de France pour s'installer dans ce coin très éloigné de leur ville natale de Rouen. On aurait pu penser que leur affaire n'allait pas tenir le coup. Le village était petit, à peine 1000 habitants, et le palais canadien pas forcément friand de viennoiserie et pâtisserie à la française. L'influence américaine avait apporté son lot de beignets et de pancakes. Malgré tout, leur petit magasin ne désemplissait pas. Les gens de toute la région venaient s'approvisionner chez eux.
On venait aussi bien de l'adorer à quelques kilomètres que de la grande ville de Saguenay à plus de 2 heures de route. Leur succès n'était pas uniquement dû à leur charme bleu, blanc, rouge, mais également à la technique toute particulière de Jean, ainsi qu'à ses ingrédients secrets qui rendaient ses créations inégalables. On était lundi, et Stanley avait pour habitude de prendre le pain pour lui et ses parents qui habitaient à quelques kilomètres. C'était une sorte de tradition. Après avoir couru s'être préparé, il se rendait chez eux pour prendre le déjeuner en suivant un rituel bien rodé. Sa mère s'occupait de mettre la table, couper les fruits et préparer les tartines. Son père, quant à lui, avait pour mission la préparation du café et de l'omelette. Stanley n'avait plus qu'à s'installer pour déguster tous ces mets délicieux. Il affectionnait particulièrement ces moments familiaux qui lui apportaient la chaleur humaine dont il avait besoin et dont il manquait quotidiennement. Un jour peut-être, il ferait rentrer quelqu'un dans sa vie, mais pas tout de suite. Stanley balaya vite cette idée de son esprit et se dirigea vers la devanture vitrée dont une partie donnait sur l'arrière-boutique où opérait la magie. Et ce n'était pas qu'une figure de style. Jean distribuait du bonheur et de l'amour à tous ceux qui avaient la chance de goûter à ses œuvres ensorcelées. Car Jean était avant tout un enchanteur, tout comme Stanley, ce qui signifiait qu'il était doté de pouvoir. Les enchanteurs étaient divisés en 3 grandes familles: les médiateurs qui entraient en contact avec les âmes, les divinateurs qui prédisaient l'avenir ou lisaient dans le passé, et les guérisseurs qui, comme leur nom l'indiquait, guérissaient le corps ou l'esprit. Jean faisait partie de cette dernière famille qui elle-même était divisée en 4 catégories. Les magnétiseurs dont le pouvoir était concentré dans leurs mains, les lithothérapeutes, experts en pierres et cristaux, les mensigus ou qui manipulaient les esprits à des fins de guérison psychologique, et enfin les plus célèbres, les sorciers, les maîtres ès, potions et filtres en tout genre. C'était à ces derniers qu'appartenait Jean. Il était un sorcier qui avait décidé de partager son savoir-faire avec tout le monde dans l'espoir d'apporter quelques instants de bonheur dans des vies parfois compliquées. Jean mettait toute son énergie dans ces recettes qu'il avait élaborées avec soin. Pour lui, la nourriture était une des façons de guérir le corps et de nourrir l'esprit, et inversement. Sa cuisine était son antre, son temple sacré, ce qui le connectait au monde, mais aussi à Mère Nature. Il faisait d'ailleurs pousser une partie de ses ingrédients, et pour le reste, il ne travaillait qu'avec la meilleure marchandise de la région. C'était tout à son honneur, pensa Stanley en le regardant travailler. Car de la rue, on pouvait s'arrêter pour admirer le chef à l'œuvre. Une grande baie vitrée avait été installée afin que les clients ou les simples badauds puissent voir ce qui se passait dans l'atelier. Que c'était beau de voir Jean au travail. Stanley adorait le regarder faire. Il façonnait son pain à partir de bâtons brus qui brillaient comme des soleils. Il pétrissait, roulait, aplatissait et garnissait sans relâche. Autour de lui, des pots et des sacs étaient remplis des traditionnels ingrédients: eau, sel, levure, lait, chocolat, mais aussi d'autres que l'on trouvait plus rarement dans une cuisine. Des fioles et des bocaux trônaient autour de lui, étincelant de magie colorée. Ses petits secrets bien gardés. Des savants mélanges de plantes et autres qui redonnaient le sourire à ses clients. Les baguettes nécessitaient de la farine et quelques grains dorés piochés dans sa mystérieuse réserve. Les croissants d'un étrange beurre rose pâle à la texture d'une gelée que Jean prélevait dans l'un de ses bocaux clandestins. Quant aux tartelettes, elles étaient en partie composées d'une crème orangée et granuleuse aux points luisants comme des verres. Malheureusement pour les inopes, ceux qui n'avaient pas de pouvoir, que toute cette beauté leur était totalement inconnue, car seul un autre enchanteur pouvait la voir. Quand Stanley poussa la porte de la boulangerie, une divine odeur de grillé et de mi-chaude lui chatouilla les narines. Il y avait quelques clients qui faisaient la queue ou qui taillaient le bout de gras avec la pétillante Gladys. Je vous ai rajouté quelques chouquettes au sucre pour votre mari, je sais qu'il adore ça. Merci beaucoup, Gladys, vous êtes un ange, rétorqua la vieille dame en prenant le sac qu'elle lui tendait. Modeste, elle balayait le compliment d'un revers de la main avant de poursuivre. Je ne suis qu'une bonne commerçante qui veut voir revenir ses habitués, avoua-t-elle avec un clin d'œil malin, avant de passer au client suivant. Et vous, monsieur Delacroix, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais une baguette pas trop cuite et un pain chocolaté. Gladys lui servit sa commande qui brillait légèrement au fond du paquet en papier blanc. Une fois installé à son bureau, quand ce jeune homme à l'air taciturne croquerait dans sa viennoiserie, il serait envahi d'une sensation de bien-être intense. À tort, il mettrait cela sur le compte du sucre et du gras absorbé par son corps, et ne saurait jamais ce qu'il devait son apaisement à quelques secrets magiques. Ah, Stanley, toujours à l'heure. Un vrai métronome, s'exclama Gladys tout en regardant l'horloge devant elle. Qu'est-ce qu'il te faut? Comme d'habitude? C'est ça, acquiesça-t-il. La sœur du boulanger était une femme charmante d'une 50aine d'années. Elle était grande, mince, avec des trains faits, fins, et la peau très blanche, à peine rosie par des pommettes pâles et saillantes. Ses longs cheveux blonds étaient toujours attachés en un chignon parfait d'où rien ne dépassait. Elle ne s'était jamais mariée, et Stanley ne lui connaissait aucun soupirant.
Elle avait une fille de 28 ans prénommée Lydia, qu'elle avait eue jeune et qui habitait dans le coin. Gladys essayait continuellement de jouer les entremetteuses aux grandes dames de Stanley. Ils étaient sortis une fois ensemble, lui et Lydia. La boulangère avait tellement insisté qu'il n'avait pas pu refuser. Ça avait été un fiasco total, le rendez-vous galant le plus long de sa vie. Ils étaient allés manger un morceau avant d'aller voir un film. Il n'avait rien eu à dire, il n'avait rien eu à lui dire, elle beaucoup trop. Elle était extravertie, exubérante et rentre-dedans. Il n'avait pas les mêmes univers, pas les mêmes passions, aucun atome crochu, pourtant il avait été le seul à s'en rendre compte. Heureusement que le cinéma ne nécessitait aucune conversation. Il l'avait raccompagnée chez elle et l'avait laissée sur le pas de la porte en l'embrassant sous la joue. Il avait senti son étonnement. Elle aurait aimé plus. Les premières semaines, elle avait tenté de le revoir, mais Stanley avait gentiment repoussé ses avances et refusé toute nouvelle sortie. De guerre lasse, elle avait fini par cesser de le contacter. « J'ai vu Lydia hier. Elle me parle souvent de toi, tu sais, » lance Gladys comme si de rien n'était. « Vous pourriez former un si beau couple. Tu devrais moins travailler. Elle me dit que tu es tout le temps submergé de boulot et que vous n'arrivez pas à trouver du temps pour vous voir. Tiens d'ailleurs, elle a trouvé un nouvel emploi. Maintenant, elle gère l'accueil d'une société immobilière. Elle veut devenir agent immobilier. Elle pense pouvoir gagner de l'argent facilement en vendant quelques maisons. C'est sa nouvelle lubie. » Lydia changeait de travail aussi souvent qu'elle de chemise. Une fois éleveuse de chiens de traîneau, une autre fois créatrice de bijoux ou encore organisatrice de mariage. Ses passions professionnelles ne duraient en général pas plus de 6 mois. Une nouvelle idée farfelue en chassait une autre. Stanley fut sauvé de ce monologue, bien trop informatif à son goût, par l'entrée d'une demi-douzaine de clients affamés. Profitant de cette diversion bienvenue, il prit son pain et sortit discrètement. Une fois dans son jardin, Stanley fit quelques étirements, puis prit un grand baril blanc qui est rempli d'eau. Il enleva ses chaussures et ses chaussettes et plongea ses jambes à l'intérieur. Cette pratique plutôt étrange pour ceux qui ne couraient pas permettait de récupérer plus facilement après l'effort. Il resta planté dans son bac glacé pendant une dizaine de minutes et en profita pour contempler les alentours. Il vit de la lumière chez ses voisins les plus proches. Sa voisine devait certainement préparer sa fille Chloé pour l'école. Rebecca était une femme discrète qui formait un couple charmant avec son mari Samuel. Elle était agente administrative dans une banque et lui gardien de nuit dans une usine. Le couple ne faisait que se croiser, mais cela semblait parfaitement leur convenir. Une fois refroidi, Stanley entra chez lui pour prendre une douche pas beaucoup plus chaude. Il se souvenait avoir lu un article stipulant que les douches froides faisaient monter le taux de testostérone chez l'homme. Pourquoi s'en priver? Il se déshabilla et se plaça sous le jet sibérien qui eut pour effet de contracter tous ses muscles en un temps record. L'eau coula le long de son corps tatoué. Il y en avait une dizaine et ils avaient tous une histoire, ils faisaient partie de lui. Jamais plus il ne regretterait ni ne nierait qui il était, d'où il venait. Enfin, d'où il venait, pas tout à fait. Il lui restait tellement de zones d'ombre qu'il ne pourrait jamais éclaircir. Tous... Tous les matins, il achetait des pains au chocolat. Laï, 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 laï. Ça serait bon du pain au chocolat. Ça serait bon. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de pâtisserie. Bon, ok. Il se savonna rapidement et en moins de 2 minutes sortit de la douche. L'avantage de ce traitement de choc, pas de gaspillage énergétique inutile. Il attrapa une immense serviette et se frictionna avec force avant de se badigeonner de crème et d'huile aux diverses vertus. Stanley aimait bien prendre soin de ce corps qu'il avait longtemps considéré comme un ennemi. Il se massa d'abord les jambes avec une huile contre les tensions musculaires, puis s'enduit d'un lait crémeux hydratant. Sur les visages, même traitement. Il était devenu une vraie coréenne, les reines du layering, une routine beauté qui consistait à appliquer sous sa peau différents soins dans un ordre précis. Il pouvait dépenser jusqu'à plusieurs dizaines de dollars pour un sérum anti-rides. Les hommes étaient stupides de croire qu'ils pouvaient conserver leur corps intact sans un minimum d'entretien. Il était bien placé pour le savoir. Il enfila un caleçon et un large t-shirt noir sur un jogging d'intérieur. Il était toujours habillé en noir, plus simple et plus pratique. Il aimait aller à l'essentiel question mode. Il posa son tapis de yoga par terre et s'assit en position du lotus face à la grande baie vitrée du salon qui donnait directement sur la forêt. La vue était sublime. Le soleil donnait aux feuilles de l'automne un éclat particulier. Cette saison était sa préférée. La chaleur étouffante de l'été, les touristes qui débarquaient en masse, les moustiques, très peu pour lui. Stanley affectionnait ce repli sur soi qu'imposait l'arrivée des températures plus fraîches, les changements de la nature, les couleurs orangées, rouges et marron, l'ambiance cosy que dégageaient les feux de cheminée et les bougies. Il se focalisa sur sa respiration et fit le vide dans son esprit. Quand il avait commencé à se lancer dans la méditation lors de cette dernière cure de désintoxication, sous les conseils d'une jolie conseillère blonde, yogiste invétérée à ses heures perdues,
Il lui était quasiment impossible de chasser toutes les pensées parasites qui bouillonnaient dans sa tête et qui l'écartaient du bon chemin. Malgré tout, il avait persévéré. Il n'avait pas voulu affronter un nouvel échec et il avait bien fait. Quelques années plus tard, il s'était pris au jeu et cela lui avait apporté un vrai bien-être physique et mental. Il y avait trouvé une sorte de sérénité. Il était plus calme, plus détendu, et désormais, il n'avait besoin que d'une minute pour se recentrer sur l'essentiel et se focaliser sur sa profonde et lente respiration. Il avait même poussé le vice jusqu'à aller dans des retraites silencieuses, des lieux où l'on passait une dizaine de jours sans parler. Si on lui avait dit ça quand il était adolescent, il en aurait bien ri. Il se dirigea dans la cuisine et se servit un café noir serré sans sucre, la dernière addiction qu'il se permettait encore. Il s'assit à l'îlot central de sa cuisine et alluma la radio. Il écoutait les informations d'une oreille distraite pendant que sa tasse se remplissait. Le monde allait de plus en plus mal. Et il posa son mug dans l'évier quand son téléphone sonna. Le nom de Hugo Wermer s'afficha sur l'écran. Il était l'un des conseillers funéraires avec lequel il travaillait régulièrement. Il devait y avoir une urgence car il n'était pas attendu avant 10 heures. Mais il avait l'habitude. Des urgences, il n'y avait que ça dans son boulot. La mort ne se planifiait pas. Salut Stan. Salut Hugo. J'ai un autre corps pour toi aujourd'hui. Je sais que tu ne dois commencer que dans une heure ou sur Monsieur Thatcher, mais il y a un soin de dernière minute à faire. Tu peux venir quand? J'arrive, rétorqua Stanley, qui n'avait pas besoin de plus d'explications. Il le savait quand il avait commencé ce boulot. Son planning était sujet à l'imprévisibilité de la mort. Impossible de prévoir quoi que ce soit. Il pouvait travailler 11 heures par jour comme pas du tout. Mais c'était aussi ce qu'il aimait dans son métier. Il n'avait pas de routine et ça lui convenait très bien. Il était seul, sans enfant, et n'avait à rendre de compte à personne. Il était libre de faire ce qu'il voulait quand il voulait. C'était une liberté précieuse. Stanley se changea pour un pantalon noir et un pull à capuche. Il prit son sac à dos dans lequel il mit le pain pour ses parents et ses 2 mallettes contenant son matériel, son casque et enfila son blouson en cuir et ses bottes. Il attrapa les clés dans l'entrée, verrouilla sa maison, puis fit quelques pas pour retrouver sa moto, un sidecar de Ducati d'aviel rouge. C'était la seule touche de couleur qu'il se permettait. Il se l'était acheté avec ses premières économies, une fois devenu clean. Quelle fierté il avait ressentie la première fois qu'il était monté dessus. Cette bécane était à lui, rien qu'à lui. Sa mère n'avait pas partagé son enthousiasme. Elle connaissait les penchants de son fils pour le frisson et les dangers. Il comprenait ses craintes. Il savait qu'il était un homme en sursis, toujours sur le fil du rasoir. Il enfourcha et fit vrombir le moteur. Qu'il aimait ce bruit rauque et sauvage. Avec excitation, il anticipait déjà la vitesse et le vent filait contre son corps. Chapitre 3. Stanley alluma la lumière de la salle de préparation qui se trouvait au sous-sol des pompes funèbres. Le corps était déjà installé sur la table. Il enleva son matériel de motard, dont son équipement de motard, et enfila ses habits de travail. Blouse, gants, surchaussures, masque et lunettes de protection, puis installa ses instruments chirurgicaux, bistouri, ciseaux, crochets, pinces, sur un chariot, son matériel à injection près de la tête de la défunte et celui à ponction près de ses pieds. Une fois terminé, il apposa un écriteau ne pas déranger sur la porte et alluma la ventilation pour permettre l'évacuation des émanations toxiques. Stanley désaffecta la housse avant de procéder à la vérification de l'identité de la défunte, une précaution d'usage pour éviter toute erreur. Marceline Johnson, 80 ans. Les noms sur la housse et sur le bracelet attaché au corps concordaient. Il s'agissait bien de la même personne. Et il pouvait commencer le soin. Quand il la découvrit, Stanley lui trouva un air effrayé. Elle a dû souffrir, pensa-t-il, avant de lire les raisons de sa mort. Crise cardiaque. Étrange, cette expression faciale pour ce type de décès. C'était inhabituel. Il la contempla lentement avant de trouver la musique qui allait l'accompagner tout au long de la préparation. Et se décida finalement pour du Bach. Il était certain qu'elle aimerait son choix. Le classique avait toujours pour effet d'apaiser les âmes les plus stressées. Stanley aimait mettre ses hôtes à l'aise. Il était important qu'ils se sentent sereins et apaisés pour le voyage qu'ils s'apprêtaient à faire, car Stanley était un passeur d'âme. Il avait pour tâche de les accompagner. Vers le deuxième monde, c'était son don d'enchanteur. Les passeurs d'âme faisaient partie de la famille des médiateurs, qui comprenait également les incarnateurs qui donnaient leur âme au fœtus et les médiums qui entraient en contact avec les morts. L'une des sonates pour violon du compositeur classique résonna doucement dans la pièce au décor spartiate. Un unique placard cadenassé, une table et un chariot en inox, du carrelage blanc du sol au plafond, avec une bouche d'évacuation et un tuyau d'arrosage jaune dans un coin. La salle devait être parfaitement et facilement et rapidement nettoyable, question d'hygiène et de normes sanitaires. De nos jours, tout devait être sous contrôle. Stanley avait pour habitude de commencer par le soin avant d'effectuer le passage.
Il imaginait que l'âme était plus encline à quitter le premier monde si elle voyait son enveloppe charnelle prête pour la cérémonie et respectable pour ses proches. Il déshabilla entièrement Marceline, glissa une alaise imperméable sous son corps et, par pudeur, posa un linge sous ses parties génitales. Il examina ensuite l'état du corps. Il n'y avait pas de traces d'opération récente, pas d'œdème, aucune escarre et, au vu de sa corpulence, il évalua le dosage du fluide qui allait lui injecter. Il prit un spray de désinfection et la nettoya entièrement en prenant un soin particulier autour des orifices, puis rompit la rigidité cadavérique en mobilisant certains membres comme les bras, les mains et les jambes. Il pouvait maintenant passer à l'embaumement. Il se munit d'un scalpel et incisa au niveau du cou, puis rechercha l'artère carotide qui l'appareilla à la canule jointe au bocal d'injection dans lequel se trouvait un mélange de formol et d'eau. Il prit le tube de ponction et le positionna 5 cm environ sous le sternum dans la région épigastrique. Celui-ci était relié au bocal d'aspiration afin de permettre l'extraction sanguine. Durant une quinzaine de minutes, Stanley alterna injection et aspiration afin de remplacer le sang par le formol. Il s'assura ensuite que le corps contenait assez de liquide de conservation en tentant la peau de Marceline, en examinant sa couleur, et lividité devait avoir disparu, ainsi que la tonicité des globes oculaires. Il piqua ensuite le trocar dans tous les organes pour les vider des liquides et des gaz présents, puis brancha la tubulure à la bouteille contenant le produit de cavité pour l'injecter dans l'abdomen et le thorax. Une fois ce travail terminé, il satura toutes les incisions et apposa un sparadrap de couleur chair afin de les dissimuler. Il mécha ensuite le nez et la bouche à l'aide d'un coton et cousu cette dernière avec du fil invisible, puis plaça des couvre-yeux sous les paupières afin de compenser leur affaissement. Les soins internes étaient terminés, place aux soins externes maintenant, la partie purement esthétique. Il commença par le nettoyage soigneux des ongles de Marceline, puis il fit un shampoing et la coiffa minutieusement. Il passa ensuite à l'habillage, un moment qui n'était pas forcément facile, compte tenu du poids, de la taille de la personne et de la manipulation d'un corps mort. Il fallait parfois user de beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir habiller une personne décédée. Ses proches lui avaient choisi une longue robe bordeaux avec un col Claudine blanc. Elle lui allait bien. Il remarqua alors parmi ses bijoux un joli bracelet orné de pierres noires mouchetées de 1000 couleurs iridescentes. C'était la première fois qu'il en voyait de si belles. Il les contempla quelques instants avant de passer à la dernière étape, le maquillage. Le challenge était de donner bonne mine au défunt sans en faire trop. Avec la pratique, Stanley avait appris que le secret se trouvait dans le dosage des couleurs et du fond de teint. Il était devenu un expert dans ce domaine. Mais avant de commencer, il tenta d'apaiser les traits de Marceline en massant légèrement son visage du bout des doigts avec une crème hydratante pas trop grasse afin qu'elle ne lui donne pas un effet luisant. Ensuite, quelques retouches sur les rougeurs, un peu de fard, un baume à lèvres rose clair et une pointe de mascara transparent. Puis, la touche finale, un peu de parfum. Marceline était prête pour la suite. Stanley alluma quelques bougies pour l'ambiance et éteignit la lumière crue du plafonnier de la salle de préparation qu'il trouvait trop agressive et diffusa un spray à la menthe. À la lavande. Une récente étude clinique avait démontré que cette dernière contribuait à réduire le stress. Il avait tout de suite pensé à l'utiliser pour rassurer les plus réticents à partir vers leur deuxième monde. Jusqu'à présent, cela avait fonctionné. Il baissa la musique pour qu'elle ne soit plus qu'un doux murmure et s'empara d'une jolie fiole en cristal en forme de goutte d'eau dont le col et l'embout étaient décorés de détails architecturaux, de feuillages et de motifs floraux sur un fond argenté et surmonté d'un bouchon à charnière sculpté de fleurs. Celle-ci appartenait à la grand-mère de Stanley, Odette, une passeuse d'âme elle aussi. Bon, abandonné à la naissance, Stanley avait adopté sous le tard, vers l'âge de 4 ans, par un couple charmant qui se désespérait d'avoir un enfant. Dina et Peter Noshi étaient secrétaires médicales et experts comptables. Ils avaient longtemps essayé d'avoir un bébé sans jamais y arriver, puis s'étaient finalement laissés tenter par l'adoption. S'en était suivi un long et chaotique parcours qui les avait menés jusqu'à Stanley. Il l'avait entouré de beaucoup d'amour. Stanley avait été choyé, chouchouté, dorloté, mais à l'aune de ses problèmes avec la drogue et de son besoin de comprendre qui il était, ses parents adoptifs, afin que leur fils bien-aimé trouve la paix intérieure qu'il les méritait, l'avaient incité à chercher ses racines. Stanley ne cessait de se demander si quelqu'un de sa famille était comme lui, sa mère, son père, un frère ou une sœur. Il y avait eu beaucoup d'impasses et de fausses pistes, mais un jour, il avait fini par la retrouver, cette mère qu'il avait tant imaginée. Malheureusement, il l'avait découverte au détour d'un simple morceau de papier.
Stéphanie Bellefleur, née le 14 mars 1970, décédée à 22 ans le 3 décembre 1992 dans un accident de voiture. Son père, lui, était inconnu. À peine né, Stanley avait été placé dans un service d'accueil dans lequel il était resté les premières années de sa vie. Il n'avait pas vraiment été malheureux, mais il n'avait pas été heureux non plus jusqu'à l'arrivée de ses futurs parents. Puis un jour, par miracle, Stanley avait fini par retrouver sa grand-mère, Odette Bellefleur, qui ne connaissait pas son existence. Sa fille et elle avaient été en très mauvais termes lors de son vivant. Les deux femmes ne se parlaient plus depuis plusieurs années à cause du don particulier d'Odette. La mère de Stanley ne l'avait jamais compris ni accepté. Peut-être se sentait-elle exclue ou mise à l'écart de ne pas avoir hérité de ce pouvoir. Pourtant, elle savait parfaitement que la magie n'était pas héréditaire. Il y avait bien sûr plus de chances de naître avec des attitudes magiques quand il y avait déjà des enchanteurs dans une famille, mais rien n'était garanti. Odette pensait à juste titre que Stéphanie avait abandonné Stanley pour les mêmes raisons. Cet enfant pouvait ressembler à sa grand-mère et elle ne l'aurait pas supporté. Odette avait accueilli ce petit-fils providentiel avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Elle lui avait appris à s'accepter tel qu'il était, ainsi qu'à dompter son pouvoir. Elle lui avait tout enseigné sous sa fonction de passeur et l'avait même officiellement intronisé. Si les divinateurs et les guérisseurs n'avaient pas besoin d'être parrainés pour exercer le pouvoir, il en allait autrement pour les médiateurs. Ces derniers étant en contact avec les âmes, un contrôle strict devait être exercé afin de gérer celles à naître, celles qui devaient passer dans le deuxième monde, et celles qui avaient le droit de revenir sur Terre pour des séances avec des médiums, par exemple. Odette n'était pas thanatopractice, mais infirmière. Stanley, lui, avait choisi cette voie par facilité, car il était plus pratique de travailler avec des morts quand on avait cette spécialité. La deuxième raison de ce choix lui était apparue comme une évidence quand sa grand-mère était décédée 5 ans après leur retrouvaille. Il voulait aider les gens dans leur processus de deuil et rendre les défunts présentables au moment de leurs adieux à leurs proches. Stanley se remémora la première fois qu'il avait vu un mort, mais aussi la première fois où il avait assisté à un passage. Odette l'avait amené chez une patiente. Elle savait qu'elle allait bientôt mourir et qu'un homme allait avoir besoin d'elle, car elle avait eu des picotements dans son bras gauche, ce qui se produisait chaque fois que son travail d'enchanteresse allait être nécessaire. Chaque passeur avait sa propre alerte. Stanley, lui, avait des fourmis dans le bas de la nuque. La passeuse s'était donc rendue au chevet de la malade, accompagnée de son petit-fils. La maison était chaleureuse, à l'opposé du drame qui était en train de se dérouler. Purdy avait à peine 40 ans, mais la leucémie ne l'avait pas épargnée. D'une minceur extrême, elle avait les yeux marqués et profondément enfoncés dans leurs orbites, la peau blanche et les veines apparentes. Un foulard sur la tête et quelques cils et sourcils éparses, elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Purdy avait voulu passer ses derniers jours chez elle, entourée des siens. À leur arrivée, elle dormait. Sa sœur et son mari étaient à son chevet. Elle avait aussi 2 filles de 10 et 5 ans qui étaient restées à l'école, les adultes préférant leur épargner l'instant fatidique où leur mère allait rendre son dernier souffle. Odette leur avait demandé de sortir, et ils s'étaient tous embrassés longuement, comme si inconsciemment ils savaient que c'était la dernière fois qu'ils se voyaient. Comment puis-je les laisser seuls? Comment vont-ils faire sans moi? Avait chuchoté la patiente une fois la porte fermée. Ne vous inquiétez pas pour eux. Les premiers jours et les premiers mois seront douloureux, mais ils vont survivre. C'est ce que nous faisons tous, l'avait rassurée Odette en s'activant autour de Purdy. Elle s'était occupée de ranger ses médicaments, de lui servir un grand verre d'eau et de ranger la pièce. Est-ce que je vais avoir mal? Vous ne sentirez rien, avait promis l'infirmière. Vous ne partez pas, hein? Vous restez à côté de moi? Jusqu'au bout, je vous le promets. N'ayez pas peur, je suis là pour vous accompagner, lui avait répondu la passeuse en lui prenant la main. Odette avait senti son bras gauche la picoter plus intensément, et l'instant d'après, Purdy rendait son dernier souffle. Stanley avait versé une larme qui s'était empressée d'essuyer maladroitement du revers de sa manche. Ferme les volets et les rideaux, et allume la lampe qui se trouve dans le coin, s'il te plaît, avait ordonné sa grand-mère. Le jeune homme s'était exécuté sans demander d'explication, soulagé d'avoir quelque chose à faire. Odette avait sorti de son sac d'infirmière une fiole ancienne très ouvragée qui contenait un liquide transparent, puis s'était placée debout à côté de la défunte. Avec sa main gauche, elle avait réalisé un enchaînement de mouvements tout en chuchotant des phrases inaudibles. Une lumière vive était apparue. Stanley allait parler quand sa grand-mère lui avait intimé de se taire de regards qui ne laissaient aucune possibilité de discussion. Il n'était pas encore au bout de ses surprises. La passeuse s'était ensuite placée près de sa patiente, avait ouvert la petite bouteille et avait versé quelques gouttes de son contenu sur sa tête tout en l'appelant doucement. Purdy, Purdy, je vous attends. N'ayez crainte, je suis là, je vais vous accompagner. Je suis là pour ça. Stanley avait cru voir une sorte de fumée épaisse s'échapper du haut du crâne de cette dernière,
qui était venu former une masse brumeuse devant Odette et qui doucement s'était matérialisée en une version éthérée de Purdy. Le visage étendu et serein, elle s'était contemplée longuement avant de se retourner vers la grand-mère de Stanley. Que va-t-il se passer maintenant? Avait-elle demandé. Je vais vous confier à une personne de confiance qui va s'occuper de vous dans le deuxième monde, lui avait-elle expliqué en montrant le passage lumineux. Je peux pas rester, je suppose. Non, vous ne le pouvez pas. Vous devez continuer votre chemin. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Vous serez entre de bonnes mains. Quelques secondes étaient passées sans qu'elle fasse le moindre mouvement, puis elle avait fini par dire je veux pas partir. J'ai peur. J'ai peur de l'après. J'ai peur pour ceux que je laisse ici que j'aime. C'est normal, Purdy, mais votre chemin continue. Vous devez avancer. Un jour, aussi vous rejoindront et vous serez là pour les accueillir. De longues minutes s'étaient écoulées. Purdy avait à nouveau regardé son corps, puis lancé un regard en direction de la porte derrière laquelle se trouvaient les personnes qui lui étaient si chères. Dites-leur que je les aime. Promis. Purdy s'était avancé et avait disparu dans l'ouverture. Stanley avait mis plusieurs jours à se remettre de cette expérience, mais il avait enfin compris la nécessité de son travail d'enchanteur. Stanley regarda la fiole d'Odette dans sa main. Elle lui appartenait maintenant. Il chassa vite la nostalgie qui commençait à l'envahir, car il avait un travail à terminer. Il effectua les gestes que sa grand-mère lui avait enseignés pour ouvrir la porte vers le deuxième monde. La réalité se désagrégea alors doucement en fine poussière scintillante, puis une lumière éblouissante jaillit comme une déchirure. Un passage d'environ 24 cm de forme ovoïde se matérialisa. Stanley n'avait jamais été curieux de savoir ce qui se cachait de l'autre côté. Bien sûr, il se posait des questions comme tout le monde, mais il estimait qu'il y répondrait bien assez tôt quand ce serait son tour. De là où il se tenait, tout ce qu'il voyait était un ciel bleu comme un ciel de printemps, et la silhouette de l'accompagnateur, le guide de nouvelles âmes alors arrivées, qui se tenait debout. Un homme, une femme, était-ce toujours la même personne? Il n'en savait rien. Il n'était que le passeur. Chacun son rôle. Stanley ouvrit le flacon et versa quelques gouttes sur la tête de Marceline, afin que son âme comprenne qu'il était temps de quitter son enveloppe. C'était le signal, un peu comme si l'on frappait à la porte de son esprit. Cette eau symbolisait aussi le passage du Styx à ses côtés. Dans la mythologie grecque, Charon, le passeur des enfers, se chargeait d'amener les défunts d'un monde à l'autre en traversant le fleuve sur une barque. Dans réalité, pas d'enfer, pas de fleuve, pas de bateau, juste un peu d'eau suffisait. Stanley attendit longues secondes, mais il ne se passa rien. Il réitira le rituel sans se formaliser, car certains avaient besoin d'un appel plus marqué. Toujours rien. La troisième fois, il vida le contenu de la fiole sur la tête de la défunte. Toujours rien. L'âme de Marceline avait disparu.